Bonjour, ici Piero San Giorgio aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie et nous allons parler de révolution. Et juste là-bas, c'est le croiseur Aurora qui il y a exactement un siècle, en octobre 1917, a lancé par un coup de feu sur le palais d'hiver la révolution bolchevique, la révolution d'octobre, la révolution russe. On le voit pas très bien. Et voilà, dans ma chambre d'hôtel, je vais prendre quelques minutes pour vous parler donc de ces révolutions et profiter de ce centenaire des révolutions russes de 1917, la révolution de février 1917 donc, et plus tard la révolution d'octobre, nous sommes en ce moment en mars 1917, 2017 je veux dire, donc 100 ans après, et donc la révolution d'octobre 1917. Donc je profite d'être ici à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour vous en parler. Alors d'abord, pourquoi vous en parler? Eh bien c'est que parfois on me demande, mais est-ce que tu crois qu'il va y avoir une révolution? Ou parfois certains partis politiques, ou certains groupes politiques, déjà qu'il y en a qui ont essayé de parler de coup d'État alors que c'était franchement ridicule, certains parlent de révolution. Alors est-ce que c'est ridicule? Est-ce que ça a du sens? Quels sont les paramètres qui font qu'une révolution peut se tenter? Qu'est-ce qui l'a fait échouer? Qu'est-ce qui peut la faire réussir? Je vais essayer de faire ça vraiment en résumé parce que c'est un sujet qui est immense, notamment si on prend les cas historiques qui sont ceux que l'on peut étudier pour essayer de trouver des parallèles avec éventuellement l'époque d'aujourd'hui et éventuellement le pays, la région où vous habitez. Et donc, pour ça, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par révolution. Alors, la définition classique, c'est un changement. Une révolution est quelque chose qui est un mouvement qui amène un changement partiel ou total des institutions, d'un mode de gouvernement, d'un État, d'un pays, d'une région, donc la région dont on parle. Et j'ai trouvé en ligne une définition assez précise, que j'ai trouvée très intéressante, je vais me faire mienne, qui est la transformation par un mouvement populaire d'une manière irrégulière et extra-institutionnelle, avec ou pas de la violence, des institutions d'un pays. On pourrait ajouter qu'une révolution peut être culturelle, elle peut être technologique, elle peut être économique, mais ce ne seront pas c'est pas le thème dont je voulais vous parler aujourd'hui. On va rester sur l'approche politique, ses causes et ses conséquences. Alors, forcément, la plupart d'entre vous sont francophones, donc souvent français, et donc vous connaissez ou vous avez appris à l'école, souvent de manière fausse, évidemment, comme tout ce que vous apprenez à l'école, la Révolution française. Mais j'ai pris quelques exemples, alors j'ai des notes cette fois, parce que comme je fais moins de vidéos, ça me vient moins naturellement, donc j'ai pris des peuples. Alors, une chose alors j'ai étudié, je sais pas, j'ai lu ces derniers jours pendant mes voyages, peut-être une vingtaine de récits sur Internet, hein, de révolutions, d'autres je les connaissais bien sûr par mes lectures. Et, et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, au point de départ d'une révolution, il y a toujours un mécontentement de la part du peuple. Et encore une fois, on va vraiment différencier la révolution d'un coup d'État, par exemple, qui peut être militaire, ou d'une partie des organes des institutions d'un pays. Ça peut être un coup d'État militaire, par la police, par des factions de gouvernement, par des milices. Il peut y avoir des guerres civiles qui sont à la source de changements, mais là aussi, dans notre cas, on va étudier la guerre civile peut être une conséquence, mais on va étudier plutôt la cause. Parfois, il y a des révoltes qui peuvent amener à des révolutions, mais l'idée n'est pas d'étudier toutes les révoltes possibles dans un pays. Ou des guerres d'indépendance, de libération nationale, comme on appelle au XXe siècle. Mais avant, il y avait des guerres d'indépendance. On va en parler quelques-unes. Après tout, il y a eu des guerres d'indépendance qui ont eu une approche révolutionnaire, comme l'indépendance du Brésil, du Royaume du Portugal, ou par exemple les États-Unis, qui ont pris leur indépendance de l'Angleterre, de la couronne anglaise. Alors, souvent, il s'agit de mouvements populaires qui peuvent être des révoltes, mais pas forcément. Des mouvements populaires qui généralement se plaignent de problèmes liés à leur mode de vie, à la société. Et quand je parle de populaire, c'est un terme générique, je ne parle pas forcément de classe sociale populaire. Parfois, les révolutions sont menées par des classes bourgeoises,
intermédiaire, on va dire, moyenne, qui utilisent ou pas des masses de la population pour obtenir des gains politiques, des avantages, etc. Nous allons voir la révolution anglaise, par exemple. Souvent, ces problèmes sont réels. Il est rare qu'on ait envie de démonter un gouvernement quand tout va bien, quand les gouvernements ou les États sont menés par des gens irréprochables, estimés, bien entendu. C'est la palissade. La révolution se fait lorsque, en tout cas, les révoltes qui peuvent amener à des révolutions commencent par un mécontentement du peuple. Et tout parallèle avec un pays près de vous est totalement volontaire. Alors par exemple, des problèmes de pauvreté chronique ou soudaine, il peut y avoir une crise économique qui amène de la pauvreté et donc les gens s'énervent et veulent changer les choses parce qu'ils croient que en changeant les institutions, eh bien leur problème de pauvreté va être résolu. Souvent cette pauvreté elle est liée à des structures économiques. Par exemple, souvent les révolutions étaient dues à, en tout cas ce qui était perçu par une partie de la population comme une mauvaise redistribution des terres. Donc souvent, les revendications étaient des réformes agraires, très courant dans l'histoire. Parfois, il y a et très souvent, l'autre cause de révolte et de révolution, ce sont des taxations trop élevées, notamment sur des classes de population qui n'ont pas leur mot à dire et qui ne peuvent pas décider des politiques et des dépenses liées à ces taxes. Souvent, ce sont des guerres qui coûtent cher, mais parfois ce sont aussi des modes de vie dispendieux des classes dirigeantes, qu'elles soient gouvernementales, sous forme de gouvernement, on va dire, représentatif, ou alors, évidemment, royal. Et il y a donc il y a les impôts, le manque de représentation, les guerres qui coûtent cher, évidemment, en termes de budget de l'État, donc en impôts, mais aussi en termes humains. Les gens doivent envoyer leurs fils se battre parfois, donc parfois ils sont mécontents lorsque la guerre est mal définie, ou surtout lorsqu'elle dure trop longtemps, ou lorsque ces enfants meurent de manière trop nombreuse, sans la reconnaissance publique, et notamment lorsque c'est lié à plus d'impôts. Et donc tous ces éléments évidemment se combinent et s'ajoutent et se concatènent, encore une fois, convergent vers un moment de rupture où la population, en tout cas une partie de la population, s'énerve et va agir. On a aussi des scandales qui peuvent provoquer ces mouvements de révolte. Il y a des scandales liés à la corruption, par exemple, lorsque des gouvernements ou des membres de l'État se font attraper à piquer de l'argent dans la caisse ou toucher des commissions sur des affaires qui seraient celles de l'État et non pas privées, ou qui utilisent le pouvoir de l'État pour obtenir des biens privés, comme par exemple quelqu'un qui se ferait offrir des prostituées par des fournisseurs de l'État. Donc un individu qui a des avantages en nature, si je puis dire, ou parfois financiers, enfin c'est en nature en général, sur des contrats. Ça peut être des scandales de mœurs, par exemple, des comportements qui sont jugés non conformes à la morale en vigueur à ce moment-là. Et on peut aussi imaginer, et on a vu des pays des révoltes qui sont liées à la dette, donc comme je l'ai mentionné, dette qui inévitablement signifiera des impôts futurs. Alors, les conséquences de ces mécontentements ne sont pas directement, voilà, du jour au lendemain, tout le monde descend dans la rue et déboulonne, en passant par-dessus l'armée locale, la police, et déboulonne le gouvernement. Si c'était le cas, pensez à cette manifestation contre le mariage, machin truc pour tous, là, il y avait 2 millions, 1,5 million de personnes à Paris, ça n'a pas amené à déboulonner le gouvernement en place, malheureusement. Donc, tout d'abord, ça peut amener, souvent ce sont des grèves, ce sont soit les paysans qui cessent de livrer la nourriture, soit ce sont les usines qui s'arrêtent. Le mouvement de grève est lié à des mécontentements. Et les grèves générales qui ont existé, qui existent, les plus anciens d'entre nous se souviennent des grèves générales en France, par exemple. Il y en a plus rarement aujourd'hui dans certains secteurs de l'économie. On pense aux grèves des transporteurs ou des camionneurs. Souvent c'est lié. Il y a eu des grèves importantes en Italie, en Allemagne, ces 20-30 dernières années, mais il y en a de moins en moins d'ailleurs aujourd'hui.
Donc ça peut amener des grèves, ça peut amener des troubles, à des troubles du fait que les gens sont dans la rue, ils ne travaillent pas, du fait qu'ils sont dans la rue, ça crée des mouvements. Vous savez, les foules sont parfois difficiles à gérer, donc ça peut amener des mouvements violents, de panique, des mouvements physiques qui peuvent casser les vitrines, les rues, incendier les voitures, etc. Il y a ce genre de mouvements qui peuvent aller jusqu'à l'émeute. Euh, il y a parfois des assassinats politiques lorsqu'il y a des revendications très fortes. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup au 19e siècle, moins maintenant. Ça peut aller jusqu'à des actes de terrorisme, donc de création d'instabilité, voire de la guérilla. Pensez à la révolution cubaine qui, dans les années 50, s'est basée sur des mouvements de guérilla, très peu efficaces d'ailleurs, mais enfin qui a terminé par la prise du pouvoir en 1959. Donc, on a ces différents paramètres qui sont en jeu. Parfois ils se cumulent, parfois certains suffisent, et puis ils sont liés évidemment à la masse de soutien qu'il peut y avoir. Évidemment, il y a toujours des gens mécontents dans n'importe quel pays, dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quelle situation. Il y aura toujours une dizaine de personnes, une vingtaine, il y aura toujours 1 ou 2% de la population qui n'est pas content et qui est prêt, dont une partie est prête ensuite à agir par ces méthodes que j'ai mentionnées. Cela dit, il faut une certaine masse critique pour que ces mouvements prennent une vie et une dynamique par eux-mêmes. Parfois, il faut justement que ces problèmes de pauvreté, ça peut être des famines, etc., soient assez répandus et assez grands pour que les gens considèrent que aller dans la rue ou mettre en place des mouvements qui amènent à des révolutions soient suffisamment nombreux et suffisamment forts pour que cela arrive. Alors, évidemment, aujourd'hui, on voit bien que tout le monde est mécontent. Mais on a encore la voie démocratique, donc il y a encore un espoir. Donc peut-être que celui-ci va être déçu en mai, par exemple en France, après les élections, si il n'y a pas de changement. Parce que là, ça fait quand même 2 ou 3 cycles électoraux de suite, où tout empire, rien ne change, voire pour empirer, et tous les scandales que j'ai décrits sont là. Donc là, il y a un cumul total de tout, des scandales de mœurs, on fait même coloniser des pays, notamment en Europe, par des gens qui viennent d'ailleurs, volontairement par les États en place, et on a toute une sorte voilà, d'éléments qui font que tout se cumule. Et pourtant, il y a peu de mouvements réels de la population, parce qu'il y a cet espoir des urnes. Peut-être qu'une fois que l'espoir des urnes aura passé, sera déçu, eh bien, peut-être qu'il y aura d'autres mouvements, d'autres formes d'expression qui vont se mettre en place. Donc, l'espoir est un élément important sur la motivation de ces paramètres. Ensuite, il peut y avoir l'aide extérieure, le financement extérieur. C'est certain que, par exemple, on sait aujourd'hui que la Révolution française, par exemple, en 1789, a obtenu, les mouvements révolutionnaires obtenaient des finances et de l'aide logistique de l'Angleterre, qui voulait se venger de l'intervention française dans la Révolution, donc la guerre d'indépendance américaine. Donc il y a eu au début pas mal d'aide. Alors évidemment, je pense que les Anglais s'en sont mordus les doigts quelques années plus tard, lorsqu'ils ont dû dépenser des sommes considérables pour lutter contre la France révolutionnaire menée par Napoléon Bonaparte, évidemment. Enfin, voilà, l'avenir est toujours incertain et à court terme, la déstabilisation de la France a joué en faveur de la couronne britannique. Il y a aussi parfois la constitution de sociétés secrètes ou de groupes agissants. On pense à la franc-maçonnerie, on pense aux Carbonari italiens qui ont agi au XIXe siècle pour la réunification italienne et l'indépendance. On pense à toutes sortes de sociétés secrètes d'étudiants, des sociétés qui sont parfois en partie secrètes et en partie ouvertes. Il y a eu des sociétés qui sont ensuite passées à des actes de guerre. On pense à l'IRA en Irlande du Nord. Ou qui font de l'infiltration et de la subversion, parfois même du gouvernement. Donc parfois on a des groupements, on pense aux trotskistes, qui au cours des années 60, 50 et 60 notamment en Europe, ont petit à petit infiltré les organismes qui ensuite ont permis à ces gens-là de prendre le contrôle par exemple, des partis socialistes de la moitié de l'Europe, des partis écolos et autres. Souvent non plus pour des raisons révolutionnaires, mais pour simplement toucher de la thune et mettre en place un réseau
trotsko-religieux, on va dire, à travers pas mal organes de l'État et des institutions. Parfois, il y a aussi l'accès aux armes. Certains pays ont des gens libres qui ont accès aux armes, des paysans avec armée ou des citoyens qui ont l'accès aux armes. Ça peut être le cas aujourd'hui aux États-Unis. Et dans d'autres pays, ça n'est pas le cas. Et lorsque ça n'est pas le cas, on peut imaginer des puissances étrangères amenées en douce ou parfois par le truchement des mafias ou du marché noir, la mise en place d'arsenaux, d'armureries clandestines pour ces mouvements révolutionnaires. Euh, et l'aide des États étrangers est évidemment importante. Pensez par exemple à l'aide logistique qu'a fournie l'Allemagne en 1917 pour transporter Lénine et un certain nombre de révolutionnaires bolcheviques de la Suisse, Zurich, de l'Allemagne, et de les amener via la Finlande jusqu'à ici, jusqu'à Petrograd à l'époque, donc Saint-Pétersbourg s'appelait Petrograd, et donc amener armes logistiques pour soutenir ce qui était dans leur intérêt, c'est-à-dire de démonter la Russie avec lesquels ils étaient en guerre. Donc, alors évidemment, 30 ans plus tard, ils s'en mordaient les doigts. Mais voilà, encore une fois, la maladresse des habiles est fréquente. Donc, on a tout ça. Aujourd'hui, on a par exemple des monarchies du Golfe qui amènent par valise diplomatique des armes qui sont ensuite distribuées ou mises à disposition dans les banlieues françaises au cas où il faudrait conquérir l'Europe par les armes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Alors, est-ce que c'est quelques armes? Est-ce que c'est beaucoup? La logistique est toujours difficile à savoir, et je ne suis pas dans le secret de ce qui se passe. Mais enfin, c'est quelque chose où pas mal de rapports montrent que ça existe, et pas mal d'arrêts d'armes aujourd'hui, de saisies d'armes se font aujourd'hui dans des containers, autour par exemple de mosquées ou commerces liés à des mouvements islamistes et terroristes, par exemple aujourd'hui en Europe. Donc voilà, alors parfois il y a des révolutions aussi qui sont pacifiques. Là aussi, il faut qu'elles soient souvent soutenues par des puissances, mais enfin par exemple la révolution, si on peut appeler ça une révolution, bien que ce soit plutôt une sorte de forme de lutte pour l'indépendance de l'Inde avec Gandhi, la stratégie qui a eu du succès vers la fin a été une approche plutôt pacifique. Pas 100%, mais plutôt pacifique. Parfois, ces révolutions, évidemment, échouent. Un élément important, ce sont la couverture médiatique ou le soutien médiatique. Parce qu'après tout, un révolutionnaire peut être vu comme un affreux terroriste en fonction de la loupe et de l'image que l'on met dessus. Donc, ça aussi, c'est très relatif. Donc, le contrôle des médias ou le soutien et la complaisance des médias peut faire complètement changer la situation et la manière dont on le voit. Et surtout, avoir des images fortes avec une approche de narration, le storytelling dont on parle avec les spin doctors classiques qui sont capables de créer une histoire à partir d'événements qui est favorable à un camp ou à un autre. Donc ça, ce sont des éléments très très importants. Et puis on le voit que c'est pas nouveau. Hein. Par exemple, je regardais par exemple la révolution. Alors il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont raté. Par exemple, deux révolutions qui sont très anciennes et qui ont raté. Par exemple, celle des turbans jaunes en 205 en Chine. Eh bien, c'est une histoire assez célèbre, mais en fait c'est un immense mouvement populaire recherchant des réformes agraires et demandant des réformes agraires qui sont refusées par l'Empire et qui donc prennent les armes et sont menées par une secte religieuse, donc les turbans jaunes, sauf erreur, et se font écraser à la fin de cette guerre par les forces impériales. Donc ça échoue. D'une autre manière, on a aussi par exemple la révolte servile, je ne sais plus quelle date, c'est 73 à 71 avant Jésus-Christ, à Rome, où le fameux Spartacus a mené une armée d'esclaves qui a grandi et qui a causé pas mal de problèmes à l'époque à la République romaine, pour changer, finalement au début c'était pour s'échapper, mais finalement vu le nombre d'esclaves libérés, de prendre même un certain territoire. Et évidemment, ils ont très mal fini, comme tous ceux qui se révoltent contre Rome. Mais voilà, ça ce sont deux exemples, peut-être des exemples plus... J'en ai noté quelques-uns, par exemple, qui sont... alors, lesquels je vais parler en premier. Plutôt d'abord des exemples, peut-être vous ne connaissez pas au mal. Alors, bon, très connu, alors toujours dans celles qui échouent, les révolutions, les printemps des peuples, 1848, les révolutions européennes de 1848. Alors, il y a en Autriche, en Hongrie, en Italie, en France.
France, je crois que c'est en début de l'année, en février, je crois, 1948. Ça a même amené des guerres en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, dans les différentes États allemands, je crois aussi en Danemark et en Pologne. Et elles ont échoué parce que les États ont gardé la volonté très forte d'écraser ces mouvements populaires. La Commune de Paris, 71 pardon, a été également écrasée parce qu'elle n'a pas obtenu le soutien suffisant des forces armées qui étaient contrôlées par les mouvements bourgeois de cette époque. D'autres échecs étaient par exemple la révolution russe de 1905, qui a quand même obtenu la création de la Douma et de quelques droits supplémentaires pour on va dire les Russes par rapport à une représentation, donc avec une constitution, alors qu'avant c'était une monarchie absolue, quasiment absolue, et je crois qu'Alexandre III avait fait quelques réformes, mais très faibles. Il avait aboli le servage, sauf erreur. Mais enfin voilà, en revanche, d'autres révolutions fonctionnent. Par exemple, il y a celle qui est très intéressante, peu connue, la révolution de 1908 dans l'Empire ottoman, par les jeunes Turcs. Eh bien, là, on a un mouvement d'officiers, souvent d'obédience maçonnique, qui ont pris le pouvoir et qui ont obtenu pas mal de réformes qu'ils considèrent nécessaires pour avancer la Turquie vers un pays qui allait devenir moderne ensuite, grâce à Atatürk, qui faisait partie de ce mouvement jeune turc, donc par Mustafa Kemal, qui était donc un franc-maçon jeune turc, ce mouvement jeune turc, et qui voulait cesser la décadence parce que l'Empire ottoman ne savait plus, ne pouvait pas se moderniser et se faisait avait pris du retard par rapport aux autres puissances autour. L'Empire ottoman était une immense puissance en Méditerranée, entre le Proche-Orient et même une partie de l'Europe, des Balkans. Et donc celle-ci a réussi. Et peut-être c'est un exemple de révolution qui n'est pas populaire, justement. Là, c'est vraiment une élite des organisations secrètes qui prennent le pouvoir. Donc on peut appeler ça une révolution de palais, parce qu'après tout, le califat est resté, donc les changements étaient relativement modestes, mais enfin, il y a une prise de pouvoir au niveau des structures politiques, donc de qui est placé, qui décide les choses. On a la révolution mexicaine qui a réussi entre 1910 et 1920, donc une longue et difficile révolution avec des interventions des États-Unis notamment, et avec un changement de régime fondamental au Mexique. On a par exemple la révolution de 1910 au Portugal qui a également réussi, donc la fin de la monarchie pour mettre en place la République. Pareil, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, 1930, j'ai noté, la révolution du Brésil en 1930. Il y a eu plusieurs révolutions en Argentine, je crois 1893 et 1905 qui ont échoué pour l'Amérique latine. On a les réussites, on peut prendre la révolution tunisienne de 2011, où le président président dictateur à vie, Ben Ali, a été dégagé. L'Iran, 1979, le dégagement du Shah, bon, là aussi, changement de régime très fondamental avec la mise en place de la République islamique d'Iran, avec comme chef spirituel l'ayatollah Khomeini à l'époque. Bien sûr, donc j'ai mentionné brièvement la Russie en février 1917, une première révolution pour chasser le tsar qui abdique et la mise en place d'un gouvernement plus libéral et avec plus de droits dans l'idée de pouvoir continuer la guerre, chose que le peuple ne supportait pas. Et donc, ce mécontentement et les défaites militaires qui continuaient dans l'année ont amené la possibilité justement des bolcheviks en octobre 1917 avec Lénine de prendre le pouvoir alors qu'il ne représentait pas du tout la majorité. Même les soviets qui avaient été constitués avant n'étaient pas tous du tout dans l'optique de Lénine et des bolcheviks. Donc là, en fait, c'est une sorte de coup d'État dans la Révolution. C'est chose qui arrive souvent. Pensez à la Révolution française, on en parlera avec Napoléon, qui finit par prendre le pouvoir lors du coup d'État j'ai oublié. Pourtant, c'est très connu. Il y a un très beau tableau lorsqu'il est arrivé à la Convention, c'est ça? Lorsqu'il a pris directoire, lorsqu'il a pété la gueule, lorsqu'il a pris le contrôle du directoire, et c'est finalement
fait nommer premier consul et ensuite empereur, parce que c'est beaucoup plus facile de tout diriger quand on est tout seul à être le chef. Et donc finalement, voilà, bon, on va parler de la Révolution française, hein, très rapidement, mais voilà, typiquement, on a un mouvement populaire, soutenu par des sociétés secrètes, beaucoup de franc-maçonnerie. Ceux qui connaissent la vraie histoire, hein, pas le truc mythologique, mais la vraie histoire des Illuminati, qui est une société secrète un peu maçonnique. Il y a un excellent livre qui est sorti récemment, le nom m'échappe, les auteurs m'échappent, mais c'est pas grave, vous le trouverez facilement aux éditions Contre-Culture, qui explique l'histoire de la franc-maçonnerie et son influence, et qui était, l'histoire des Illuminati de Bavière, donc, qui au XVIIIe siècle, donc, ont influencé notamment des mouvements qui ont donné lieu à des leaders, dont des leaders faisaient partie, et leaders des forces révolutionnaires en France. Donc on a donc une révolution de mécontentement d'une partie de la population, notamment parisienne, qui a fini par prendre le pouvoir. Et au sein de ce pouvoir, il y a eu coup d'État sur coup d'État sur coup d'État. Et lorsque la révolution allait échouer, parce que finalement, entre l'intervention étrangère, autrichien, britannique et autres, et prussien, et les révoltes, notamment en Vendée, pensez à cette terrible guerre de Vendée, et d'autres endroits, eh bien, le comité de salut public et Robespierre ont mis en place des systèmes de terreur extrêmement violents, extrêmement génocidaires d'ailleurs, pour obtenir par l'écrasement définitif et total de leurs adversaires une paix raisonnablement durable pour pouvoir bâtir leur puissance. Et puis, coup d'État avec des guillotinages dans tous les sens. Pensez à tous ces leaders de Danton, justement Robespierre et plein d'autres qui sont fait zigouiller dans pendant cette période, et d'où l'expression que l'on entend souvent et qui est assez juste, qui dit que les révolutions généralement mangent leurs enfants, c'est-à-dire que les révolutionnaires généralement ce sont les premiers à se faire dégommer une fois qu'ils ont pris le pouvoir et qu'il y a des luttes intestines entre les différentes factions, parce que personne n'a encore la maîtrise des institutions et donc des organes de pouvoir que sont l'armée, tout ce qui est la force en réalité. Parce que rappelez-vous, la force résout tout, tout est force. Et donc la maîtrise de cette force, lorsqu'un système l'a et qui se fait déboulonner, et qu'un autre système encore protéiforme qui n'a pas pris ses marques prend place, eh bien chacun avec il est difficile d'avoir suffisamment de force pour que personne la conteste. Et donc lorsqu'il y a contestation, il y a des petites guerres civiles au sein d'un mouvement révolutionnaire. C'est quelque chose qui arrive très, très fréquemment, et jusqu'à ce que le plus fort écrase les autres. On pense aux révolutions même plus différentes en Irak, par exemple, avec la prise du pouvoir de Saddam Hussein. Au cours de presque 20 ans, il a fini par prendre et consolider le pouvoir autour de lui-même et de sa famille, de manière extrêmement brutale d'ailleurs. Donc on a ce phénomène en France avec finalement l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, et sa montée au pouvoir permise par cette révolution. Et on se retrouve, d'ailleurs c'est très intéressant, on voit que soi-disant pour chasser le roi et avoir plus de droits et moins d'impôts que sous l'Ancien Régime, donc le système de la royauté, eh bien on se retrouve avec une France qui fait 20 ans de guerre, avec des millions de morts, avec beaucoup plus d'impôts et beaucoup moins de liberté qu'avant. Donc en fait c'est une catastrophe la Révolution française, hein, pour la France. Bref, mais ça évidemment on ne nous l'a pas appris à l'école, on nous a toujours dit que, mon Dieu, l'Église prenait 10% d'impôts, le roi il vivait à Versailles et il faisait la fête. Et Marie-Antoinette, elle se moquait des pauvres en leur proposant de manger du gâteau quand il n'y avait pas de pain. C'est en plus de la propagande, c'est pas vrai que cette expression n'a jamais été dite, c'est une propagande qui a été poussée, etc. Donc les médias ont un rôle fondamental. Pensez aux révolutions colorées, qui sont une combinaison de mouvements artificiels payés par des organisations, souvent liées à George Soros aujourd'hui, ou à la CIA notamment, en tout cas en l'occurrence les mouvements de révolution colorée, comme celui qu'il y a eu en Géorgie, en Ukraine, dans les années 2000, suivent ce processus, mouvements qui sont médiatisés dans la manière que souhaite l'un des protagonistes, généralement les États-Unis, et tous ces vassaux que sont l'Europe et l'OTAN, etc.
Et donc ces outils permettent de façonner une image qui fait qu'on bascule d'une réalité à une autre, d'un régime à un autre. Et parfois ça plante, et ça finit en guerre civile, bien sûr. Donc c'est ça, et c'est là où je voulais en arriver. Donc je peux vous parler évidemment, il y a encore deux révolutions que je trouve intéressantes. Donc je parlais de la France. Tiens, il y a la révolution contre la République, contre la monarchie romaine en 500, blabla, 510, 509 avant Jésus-Christ. Bon, je connaissais pas les détails des dates, mais je connaissais l'histoire, la fameuse histoire de Lucrèce, femme vertueuse, violée et tuée par le roi jaloux et mesquin, donc Tarquinio. Et Tarquinio le superbe, Tarquin le superbe, on dit ça en français. Bref, et donc qui a amené à la mise en place de la République, la République de Rome, et donc et de longues guerres contre ce roi qui voulait récupérer grâce à des alliés. Et donc c'est là où il y a toutes ces fameuses légendes fondatrices de la République romaine, de Mutius Scaevola et plein d'autres. Bref, c'est pas le sujet. Mais la révolution anglaise aussi est très intéressante. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi c'est une révolution bourgeoise où on a une partie et religieuse. Donc on a une partie de la population qui a des velléités de plus de droits. Il faut savoir que l'Angleterre est le premier pays à donner des droits à la bourgeoisie déjà avec la Magna Carta en 1215, sauf erreur, de mémoire. Hein. Et peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est autour de 1215. Donc déjà au Moyen Âge, voilà, il n'y a plus de monarchie absolue en Angleterre. Et le pouvoir bourgeois étant souvent d'une religion un petit peu différente que celle du roi, d'une certaine grande noblesse, eh bien il y a en 1642 ce début de guerre civile qui est considéré une révolution dans l'histoire officielle de l'Angleterre, avec, avec une partie de la noblesse et des marchands qui se mettent contre le roi et d'autres nobles, évidemment. Et en 1646, eh bien, c'est la victoire des têtes rondes de Cromwell, qui impose une certaine forme de puritanisme et aussi un nouveau régime, et finalement un régime parlementaire tellement fort qu'il n'y a plus de roi pendant un certain temps. Et d'ailleurs, James Ier se fait décapiter quelques années plus tard, 1649. Et donc c'est déjà un premier roi qui se fait décapiter bien avant Louis XVI. Donc les Anglais ont presque un siècle, un gros siècle d'avance qui leur permettent d'asseoir la puissance de la bourgeoisie, la puissance du mercantilisme libéral. Bon, ce qui est intéressant, ah oui, et la dernière dont je voulais vous parler, c'est la révolution des vêpres siciliennes. Alors ça c'est au Moyen-Âge, 1282. Alors je me souviens très bien que lorsqu'on voyage en Sicile, on apprend beaucoup sur cette révolution. Très intéressante parce que c'est vraiment le cas typique où on a la Sicile qui est occupée par les Français, de Charles d'Anjou, qui est le roi de France et je crois duc de Bourgogne, en même temps, et les Français se comportent très mal. Non seulement ils imposent aux Siciliens une colonisation de peuplement, pensez, encore une fois, suivez mon regard, population de comportement qui se comporte très mal en Sicile, et qui est évidemment protégée par l'armée des Bourguignons, et donc des Français. Et donc en plus, la Sicile est très mal est taxée, et très fortement parce que Charles Ier d'Anjou, lui, ce qu'il veut, c'est utiliser la Sicile comme base de départ pour aller conquérir Constantinople. Pas aller taper les musulmans, non, il va aller taper les autres chrétiens, parce que Constantinople est très riche, et déjà, au début du siècle, 1205, sauf erreur, les Vénitiens avaient pillé la ville. Donc lui, il se dit, je vais refaire le même coup, je vais aller piller Constantinople, parce que c'est une ville riche, et on va se faire du pognon. Bref, donc les Siciliens, alors il se passe un fait divers, c'est donc un scandale, c'est-à-dire qu'une femme mariée dans une église est repérée par un groupe de soudards de l'armée de Charles d'Anjou, elle devait être mignonne, ils lui font des remarques un peu grasses, un peu désobligeantes, ils la traînent de force en dehors de l'église, et peut-être qu'il va se passer l'irréparable. Son mari est là, il sort un couteau, il tue un des soldats de Charles d'Anjou. Les soldats font mine sortent leurs épées, veulent le tuer. La population s'énerve, ils tuent tout le monde. À Palerme, ils massacrent tous les Français. À ce moment-là, évidemment, il y a une guerre civile. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, c'est qu'ils étaient tellement énervés, les Siciliens, qu'ils ont demandé à tous les moines, même les moines de Palerme, sauf erreur, c'est de Palerme, dont certains étaient français,
Ils leur ont tous demandé de prononcer Chichirri. Et en français, c'est difficile de prononcer, c'est un mot très italien. Enfin, c'est très compliqué dans la langue française de dire c'est Siciri, Chichiri, on n'y arrive pas. Voilà, faut savoir. Moi, je suis italien d'origine, donc Chichiri, je sais dire. Bref, tous ceux qui savaient pas prononcer correctement, ils étaient égorgés. Donc, vous voyez à quel point ça peut vite être brutal et violent une révolution. C'est là où je vais en venir. Donc, bref, à la fin, les Français se font dégommer et l'État qui est venu aider les Siciliens, qui est Aragon, en fait, prend la place des Français pour dominer les Siciliens. Plus ça change, plus c'est la même chose. Bref, donc, ils n'ont jamais vraiment eu leur indépendance en Sicile, finalement. Donc, tout ça pour dire que on peut étudier l'histoire de manière assez longue, et là, c'est vraiment du ultra résumé, hein, évidemment. Mais c'est quoi le résultat de ces... Donc, on a vu celles qui échouent, généralement c'est des bains de sang, les révolutionnaires se font massacrer, ils doivent s'exiler, ils sont plus ou moins traqués et tués, et parfois ils réussissent. Et quand ils réussissent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors souvent on a une avancée de certaines idées, pour le meilleur, pour le pire, ça c'est une question très relative, hein, ça dépend de qui est impacté. On a vu dans les révolutions anglaises une approche plus mercantiliste, plus bourgeoise, donc clairement qui a amené une prospérité gigantesque de l'Angleterre, mais peut-être qui a aussi l'a amené à créer un empire, des systèmes de colonisation qui ont amené à de la décolonisation et qui ont amené aujourd'hui l'Angleterre à être colonisée par ses propres anciennes colonies et de peut-être finir en guerre civile et d'être peut-être exterminée, détruite pour toujours. Donc c'est toujours, alors ça c'est l'histoire, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est les conséquences à long terme de ce qui se passe aujourd'hui. Elles sont incalculables, elles sont difficiles à prévoir et elles n'ont d'intérêt que finalement l'étude et la compréhension pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut arriver demain. Et donc comment est-ce qu'on se prépare à ce qui arrive demain. C'est toutes mes vidéos. Parfois les gens me disent mais pourquoi tu parles pas que de survie pure et parfois tu parles un peu de politique et de choses. Parce que j'essaie de comprendre le monde dans lequel on vit, ses tenants et ses aboutissants, pour comprendre le monde qu'on aura demain matin et éventuellement les problèmes qu'il va y avoir et auxquels nous devons nous préparer. C'est ça la logique. En fait, je m'en fous de la politique, j'en ai rien à foutre mais j'en ai à foutre de ce qui va se passer demain matin parce que ça a un impact sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur vous. Bref. Donc, on se rend compte qu'il y a parfois dans ces révolutions donc qui ont l'objectif généralement de prendre le pouvoir pour faire des changements radicaux ou plus ou moins radicaux dans les institutions, dans l'organisation d'un pays donné. Il y a pour souvent énormément de manipulation, donc c'est très très compliqué de savoir où ça va finir. C'est très compliqué de savoir lorsque quelqu'un démarre une révolution, d'abord s'il va survivre au processus révolutionnaire. Souvent les révolutionnaires sont des gens qui sont fous. Il y a Dostoïevski, il explique très 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 bien, il faut lire le livre Les Possédés de Dostoïevski, qui explique la psychologie révolutionnaire, qui s'assimile à la religion. D'ailleurs, on voit que beaucoup des révolutionnaires, si on veut religieux, que sont les djihadistes, qui ne sont pas tous les musulmans, bien que tous les musulmans sont potentiellement des djihadistes. Vous voyez le truc? Bon. Eh bien, c'est souvent des gens qui ont une approche psychologique très particulière. Encore une fois, Dostoïevski l'explique très bien, le décrit très très bien dans ses livres. Et donc on a parfois des fous qui ne s'arrêtent jamais parce qu'ils sont tellement puristes, ils cherchent une certaine pureté presque mystique dans leurs actes, que personne n'est suffisamment pur, et donc il va falloir tuer tout le monde. Et généralement, on les arrête uniquement quand on les tue eux. Là encore une fois, les révolutions mangent leurs enfants. Et dévorent leurs enfants. Et on a aussi des opportunistes qui profitent, donc Lénine c'en est un. Par exemple, on a Napoléon Bonaparte qui en est un. Je ne pense pas qu'il a vraiment jamais eu de ferveur révolutionnaire réelle, à part sa propre ambition. Et une fois qu'il a eu l'opportunité de prendre le pouvoir, il l'a prise. Bien sûr, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en nombreuses années, petit à petit, et sa carrière s'est bâtie en... Il faut quand même savoir qu'il n'a pas hésité une seconde à tirer à la grenaille et tuer plus de 300 personnes qui protestaient le 13e Vendémiaire, ça s'appelait, enfin à Paris, sur le parvis d'une église, il les a tirés à la grenaille. Donc il n'y avait pas froid aux yeux, le mec, parce qu'il savait que sa carrière était en jeu. En plus d'être un soldat courageux, un officier très courageux, il faut le dire. Généralement, voilà, on n'a pas toujours des réformes positives. On a souvent un pays qui est
suite à une révolution, tombe dans quelque chose de pire. J'ai parlé de la Révolution française, peut-être, mais on peut parler des dictatures ou des nettoyages ethniques ou des régimes terrifiants qui se mettent en place. Pensez à la Russie, qui est tombée dans le bolchevisme, dans le communisme, qui est 1000 fois pire que le système tsariste. Tout ce qui est socialiste, en général, est basé sur une rhétorique, sur des promesses un peu foireuses et pas très claires, genre justice sociale. Ces deux mots extrêmement, lorsqu'ils sont assemblés, ne veulent rien dire, parce que tout le monde peut interpréter comme il veut ce que c'est qu'une justice sociale. La justice sociale pour quelqu'un n'est pas la même que pour moi ou que pour un autre. Donc ça permet un peu de vendre des rêves, et à la fin, nous arrivons à une déstabilisation, voire la terreur, et souvent ça finit dans la dictature totale. En Russie, le goulag, la révolution française avec les génocides, qui est un peu la matrice de tous les socialismes horribles, je veux dire, toutes les formes de socialisme, comme le nazisme et comme le communisme, etc., ont comme matrice la Révolution française. Donc les républicains français ne devraient pas trop la ramener lorsqu'ils parlent de nazisme et de trucs comme ça, parce que c'est leur enfant spirituel, quoi. Et bref, donc on a souvent voilà, des dictatures, des guerres ou des guerres civiles qui se mettent en place. Et souvent, ces guerres sont sanguinaires. Parce qu'encore une fois, l'esprit révolutionnaire n'a pas une approche d'équilibre. Il a une approche de nihiliste et totalitaire. C'est tout. Il veut contrôler tout. Pour votre bonheur. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut vraiment se méfier des gens qui veulent votre bonheur. C'est les pires. Parce que celui qui dit, écoute, fais comme tu veux, je te responsabilise, et j'espère que c'est mon message depuis toujours, et qui vous dit finalement, à mon avis, il va se passer quelque chose, voilà comment vous pouvez vos responsabilités, prenez vos responsabilités pour prendre en charge vos vies, mettre en place les stratégies, les outils nécessaires, etc. Et ensuite faites ce que vous voulez, et j'en ai un peu rien à foutre de comment vous allez réussir. En revanche, celui qui dit, laisse-moi m'occuper de tout, file-moi ton fric, et tu dois réfléchir comme je veux, et tu n'as pas le droit de dire certaines choses, mais d'autres oui. Ça, c'est du totalitarisme. Qui sont les totalitaires aujourd'hui? Eh bien, ce sont tous les tenants du système dans lequel nous sommes. L'Occident est aujourd'hui un modèle de totalitaire. Alors certes, il est encore mou dans son outillage, mais enfin, ça devient de plus en plus dur. Pensez au Canada récemment, je crois hier, en fin mars, donc on est le 24, donc je crois hier, a passé une loi qui fait que toute personne qui critique l'islam est passible d'une attaque pénale. Alors que si quelqu'un qui est musulman et croyant déclare le djihad, non, ça il faut tolérer, ça va. Donc il y a un totalitarisme fou qui est mis en place. Pensez comme en France par exemple, vous pouvez vous moquer de tout et de n'importe quoi, sauf certaines communautés et sauf certains faits historiques. Alors que remettre en question n'importe quel fait historique est la base même de la science et de l'histoire. Donc c'est comme si quelqu'un déclarait, voilà, dorénavant, on décide que la gravité n'existe plus et quiconque remet en cause notre décision est passible de poursuites pénales ou de la mort, ou de camp. Généralement, c'est un peu la triptyque qui va avec. Donc on se rend compte qu'on est aujourd'hui en Occident dans ce genre Et ici en Russie, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus libre. Moi je me rends compte qu'on est beaucoup plus libre en Russie aujourd'hui qu'en France, aux États-Unis. Enfin, peut-être pas les États-Unis. Les États-Unis c'est plus complexe. Mais en tout cas qu'en France, en Angleterre, en Europe, l'Union européenne, c'est une dictature. Il faut le savoir. C'est une dictature qui est en train de devenir de plus en plus molle, de moins en moins molle, de plus en plus violente, qui est en train de mettre en place des lois pour confisquer les armes aux citoyens européens, qui est en train de faire coloniser l'Europe par des populations d'ailleurs, qui vont créer des tensions, qui sont des prédateurs criminels pour une grande partie, et donc je parle notamment des vagues récentes, pas celles plus anciennes, hein, et qui vont tout ravager et probablement horizontaliser et créer une guerre civile horizontale entre Européens et colonisateurs. Et envahisseurs. Donc ça risque d'être extrêmement violent. Donc on se rend compte que nous sommes dans une situation où la population, donc pour revenir au début, la population
Et elle a des problèmes et des griefs très importants. Et donc, il est très possible qu'il y ait des mouvements révolutionnaires qui se mettent en place. J'en ai pas parlé dans mes livres dans le passé, parce qu'à l'époque, en 2011, je ne pensais pas que ce processus-là était pertinent. Je pensais à l'effondrement économique qui nous amène des problèmes et comment on se prépare. Alors aujourd'hui, je vois la possibilité, c'est pas mon scénario le plus probable, je pense que la guerre civile avant la révolution, elle est beaucoup plus probable, ou la guerre, tout court. Enfin, ça nous fait une belle jambe de comment on l'appelle, hein, ce sera violent pareil. En revanche, je pense qu'on peut avoir des mouvements révolutionnaires qui se mettent en place. Peu importe d'où ils viennent, ça peut être, ça dépend des sensibilités des pays. Parfois, c'est des mouvements souverainistes, parfois, c'est des mouvements plus socialistoïdes, peu importe. Mais les gens sont énervés aujourd'hui. Les gens sont vraiment énervés. Ils ne reconnaissent plus leur ville. Aujourd'hui, les Russes me disent, mais en France, enfin, en Europe, vous êtes fous. Vous êtes en train de vous africaniser. La question, c'est pas est-ce qu'on aime ou on n'aime pas les Africains, ou les Arabes, ou peu importe, ou les musulmans. La question, c'est pas ça. La question, c'est que chez nous n'est plus chez nous. Et que les êtres humains, en général, ils s'énervent. Surtout si on ajoute crise économique, chômage, augmentation des prix dans des biens dans les supermarchés, éventuellement de l'essence, etc. Et donc, ce que j'explique dans mes bouquins, c'est-à-dire comment vous vous préparez à des crises économiques très graves avec potentiellement des effondrements et potentiellement des guerres, eh bien, c'est la même préparation en cas de révolution qui ensuite dégénère dans de la guerre civile, dans du bordel ou donc dans du totalitarisme. Alors évidemment, on ne se prépare pas de la même manière à lutter contre de la criminalité avec l'autodéfense et la légitime défense que contre un État qui devient dictatorial et qui veut vous faire votre peau, ou des bandes ethniques qui veulent faire du nettoyage ethnique. C'est pas exactement la même chose. Enfin, les principes de base restent les mêmes, il faut simplement les décliner différemment. Ce sera le thème de prochains bouquins que je suis en train de m'atteler à les écrire. Je crois que la matière est quasiment réunie, mais enfin, j'ai d'autres livres avant que je dois terminer. Donc il faudra être patient. Mais enfin, voilà, la doctrine dans ma tête, elle est claire de ce qu'il va falloir faire, de comment on va s'organiser. Mais il me faudra quelques temps pour décliner tout ça. La matière y est, elle est déjà là, elle est déjà voilà, prête à être écrite. Et donc voilà. Mais clairement, les risques en fait d'une révolution, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, le système s'effondre. Parce que si si vous brisez les structures qui déjà sont vacillantes aujourd'hui, donc je suis pas en train de vous dire faites ou faites pas une révolution. Et d'abord, c'est pas moi qui décide, c'est pas vous non plus. Faites ce que vous voulez, mais soyez prêts à bien comprendre qu'un mouvement révolutionnaire, qu'il échoue ou qu'il réussisse, risque, et évidemment, dans le cas où il réussit, il faut tous les critères que j'ai expliqués tout à l'heure. C'est-à-dire des aides étrangères, beaucoup d'argent, potentiellement des armes, la couverture des médias. Donc tout ça aujourd'hui, c'est pas dans notre camp, c'est pas dans le camp de la population en général. C'est dans le camp des dominants, des totalitaires, de cette dictature molle qui commence à se crisper à travers l'Europe. Emmanuel Todd, qui est un excellent analyste, alors ok, parfois il se trompe, mais la plupart du temps il a raison. Il a parlé de ça dans Après la démocratie, dans un de ses bouquins, il y a peut-être une dizaine d'années. Il a vu venir la dictature et la fin de la démocratie en Europe. Il est très intelligent. Je le salue s'il me regarde, ce que je doute. Eh bien, la conséquence de cela, même dans le cas où on a un système révolutionnaire qui arrive à s'approcher du pouvoir et peut-être même à prendre le pouvoir ou à gagner, c'est qu'il y a un très fort risque de guerre civile sur des lignes ethniques, sociales. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur qu'est-ce que ça veut dire une guerre civile aujourd'hui. C'est pas deux camps, c'est peut-être une multitude de camps, donc peut-être 50, 20 camps différents qui peuvent pas se saquer. Mais dans tous les cas, ça veut dire que les structures économiques qui maintiennent l'économie et donc tous les systèmes d'approvisionnement de nourriture, de médicaments, etc. Lisez Rue Barba, mon deuxième bouquin que j'ai coécrit avec Vol West, tous ces systèmes s'effondrent à ce moment-là, parce que plus rien ne marche. Et puis il y a des ruptures géographiques, il y a des blocages, il y a des infrastructures qui sont pétées ou qui ne fonctionnent plus, ou simplement les gens ne sont pas là. Et qui fait fonctionner les centrales électriques et nucléaires? Qui maintient les réseaux en ligne?
qui s'occupe de l'approvisionnement et fait fonctionner les circuits en flux tendu qui amènent nourriture, eau, boissons et autres médicaments dans les supermarchés et respectivement les hôpitaux, qui gère les systèmes d'eau potable, d'évacuation des eaux, qui ramasse des ordures, etc. etc. Tout ça, ça risque fort de s'arrêter. Et donc on tombe dans le scénario de l'effondrement économique, après 49 minutes de vidéo, et d'éventuellement de révolution et de tentatives de prise de pouvoir. Le coup d'État, théoriquement, est beaucoup plus efficace dans le sens où il prend le pouvoir dans un pays et rien ne change. C'est-à-dire change la tête de l'État qui donne des ordres, mais les infrastructures économiques, si ça ne va pas en guerre civile, restent les mêmes. Le problème de la révolution, c'est que généralement, c'est un gros bordel. Et notre société moderne ne tient pas à ce genre de bordel. Donc voilà, ça c'est le message que j'essaie de vous faire passer, c'est-à-dire que dans l'hypothèse de la révolution, que je trouve quand même assez peu probable aujourd'hui, même si toutes les causes potentielles sont réunies, tous les paramètres nécessaires sont réunis, le problème c'est que les gens sont mous, et ils ne sont pas politisés, et ils sont tous drogués à leur téléphone portable, à leur jeu, à la drogue, aux antidépresseurs, et qui n'ont pas la capacité physique à imaginer le combat. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont participé aux révolutions, ou même nos arrière-arrière-grands-parents il y a 2 siècles, en 19e siècle, eux, c'était des gens physiques, beaucoup plus physiques que nous. Eux, ils prenaient la fourche, ils prenaient le fusil, ils y allaient. Nous, avant de le faire, oh là là. Donc, mon scénario d'effondrement économique qui arrive avant des éventuels troubles lourds de type révolutionnaire est le scénario que je pense le plus probable. Toutefois, si les mouvements révolutionnaires se créaient et agissaient, bon, vous avez en gros la trame théorique, en sachant qu'évidemment les événements sont multiples et que c'est impossible à prévoir précisément ce qui peut arriver, mais vous imaginez bien le scénario. Donc voilà, sur ce je vous laisse, das vidania et à très très bientôt. Et préparez-vous.